Monsieur le Président, collègues, messieurs les ministres, en janvier 2023, vous nous aviez promis une grande loi pour engager la France dans la réindustrialisation et dans une nouvelle révolution, celle de l'industrie verte. Aujourd'hui, ce que nous avons entre les mains n'est ni une grande loi, ni une stratégie de planification, et encore moins une politique de réindustrialisation écologique. Ce que vous nous demandez de voter est encore et toujours la même recette, inefficace depuis 20 ans et qui consiste à distribuer de l'argent public aux entreprises en espérant relancer la croissance sans contrepartie, sans contrôle, sans obligation sur la réalité de la décarbonation. Comme si l'État n'avait pas, depuis plus de 20 ans, gaspillé des milliards d'euros au nom de l'attractivité et de la compétitivité. Pour quel résultat? En 2022, 163,6 milliards d'euros de déficit, dont 78,5 milliards d'euros pour les seuls produits manufacturés. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est passée de 24% en 80 à 9% aujourd'hui, et ce sont 2,5 millions d'emplois qui ont ainsi disparu. En réalité, ce que vous faites avec ce projet de loi, c'est un pari. Des parieurs accros au jeu du marché. Sauf que vous pariez avec l'argent des Français, sur la main invisible du marché. Une main invisible qui est à l'origine du saccage de la planète et de la 6e extinction des espèces. Oui, moi je le dis très clairement, le changement climatique est la conséquence directe du productivisme et de la course folle de la croissance infinie. Déjà près de la moitié de l'humanité, 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique, c'est le GIEC qui le dit. La main invisible du marché, c'est la main qui est à l'origine de l'explosion de la pauvreté et des inégalités dans le monde. C'est une main invisible qui prend beaucoup, 200 milliards d'euros chaque année dans notre pays, en subventions, en crédits d'impôt, en suppression de taxes et de cotisations sociales. C'est une main invisible qui nous tue, nous, les travailleurs, le sang et les larmes des travailleurs et des chômeurs, des gens trop fatigués, malades, mais que vous allez forcer à travailler jusqu'à 64 ans. Vous vous présentez donc devant nous, messieurs les ministres, avec une promesse que vous ne tiendrez pas. Nous le savons et vous le savez. Vous savez très bien que les grandes entreprises vont prendre l'argent, un maximum d'argent, et puis c'est tout. Vous les avez vus faire plus d'une fois. Encaisser l'argent public, fermer les usines, se sauver avec les brevets, avec les machines, mettre au chômage des centaines de travailleurs. Monsieur le maire, quand vous vous adressez à l'un des grands timoniers de l'industrie française, là, le sieur Guillaume Faury, et que vous lui dites « La seule chose que je vous demande, c'est d'accorder une attention toute particulière à tout le tissu industriel des sous-traitants présents en Occitanie et partout ailleurs en France. Vous savez bien, n'est-ce pas, qu'il ne fera rien. Vous savez bien qu'il ne vous écoutera pas. Vos suppliques au patron font pitié, monsieur le maire. Elles sont même gênantes pour nous. Un ministre aussi puissant, en place depuis 2017, qui en est ainsi réduit à supplier les patrons. Voilà les principales et le début des raisons de cette motion de rejet. Ce que nous voulons faire, monsieur le ministre, c'est vous donner du courage. Au lieu d'abdiquer devant l'ampleur de la tâche, nous voulons vous aider à agir, car nous n'avons plus de temps à perdre. Que s'est-il passé depuis le 15 mars 2023, monsieur Bruno Le Maire? Dans une vidéo sur YouTube qui a été vue par 1500 personnes, c'est pas mal, vous nous promettiez une loi avec des mesures sur la fiscalité, sur la formation, sur la commande publique, sur la réglementation, sur le Made in France. Qu'est-ce qu'il s'est donc passé pour que l'on se retrouve avec un pauvre texte de 3 volets et 19 articles où il n'y a rien sur la fiscalité, rien sur la formation, rien non plus sur le fabriqué en France, pas même un label. Et ce qu'il contient sur la commande publique et la réglementation, permettez-moi de vous le dire, ça ne va pas dans le bon sens. Vous savez mieux que moi à quel point la commande publique est importante et est un levier essentiel de notre économie. En 2022, c'est 95 milliards d'euros la commande publique. Vous ne faites rien pour réorienter cette commande publique massive, alors même qu'elle présente aujourd'hui au moins 2 limites, au moins 2. La première,
c'est que seulement 30% des marchés publics vont à des PME qui sont des entreprises territoriales ancrées dans les territoires. Ce sont essentiellement les grandes entreprises qui profitent de la commande publique. Or, on a un problème avec nos grandes entreprises en France, c'est qu'elles sont à l'origine des délocalisations depuis 20 ou 30 ans. C'est qu'elles sont très importatrices et très peu exportatrices, puisqu'en l'espace de 10 ans, entre 2012 et 2022, la part du PIB de leurs exportations est passée de 4% à 2%. Un autre problème avec la commande publique, ce sont les clauses environnementales. Les clauses environnementales, en 2021, c'est moins de 19% des marchés publics qui en contenaient au moins une. Vous auriez pu profiter de ce projet de loi, de cette loi, pour introduire des critères géographiques, environnementaux et sociaux, pour limiter les importations, pour que l'argent des Français et du contribuable cesse d'aller à l'étranger et qu'il profite au contraire à la production locale. Vous auriez pu, comme nous le proposons, nous, conditionner les marchés publics à la fourniture d'un plan quinquennal d'éco-conception pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Vous refusez absolument tous nos amendements qui vont en ce sens. Vous pouvez applaudir. Merci. Un autre volet de ce texte, c'est la simplification de la réglementation. Écoutez, messieurs les ministres, nous ne sommes pas dupes. La seule chose que vous prévoyez de réduire, c'est les contrôles. Ce sont les contrôles sur les impacts environnementaux et sur la consultation publique qui sont pourtant les seuls garants de ne pas faire n'importe quoi. Mais soyons sérieux, ce que vous faites là, ça s'appelle un cache-misère. Si vous écoutez les investisseurs, parmi les premières raisons dans leur choix d'installation, il y a quoi? Il y a le coût de l'énergie. La France a considérablement perdu en attractivité de ce point de vue-là, avec l'explosion des prix de l'énergie. Vous refusez de mettre en œuvre la seule mesure qui nous ferait gagner un avantage concurrentiel majeur, celui du retour au tarif réglementé de l'électricité que nous avons voté ici même. Voilà le seul vrai sujet. Il reste la question du financement de cette grande transition écologique de l'industrie. Et là encore, que de renoncements, monsieur le maire. Vous refusez de taxer les riches. Pourtant, les riches, ce sont les premiers pollueurs. Un riche européen pollue 6 fois plus qu'un pauvre européen. Vous promettez un énième crédit d'impôt à l'automne qui passera à coup de 49.3 antidémocratique. Pour ce qui est du financement privé, d'abord, dans un premier temps, vous nous avez parlé des 140 milliards du livret de développement durable et solidaire. Vous y avez renoncé. Même ça, vous ne voulez pas y toucher. Vous auriez pu toucher à l'assurance vie, un encours actuellement de près de 1 900 milliards d'euros. Vous auriez pu dire, tiens, nous allons conditionner les avantages fiscaux des assurances vie à des investissements dans l'industrie verte ou dans les énergies renouvelables. Mais non, hélas, rien de tout ça. Ce que vous avez décidé de faire, vous, monsieur le maire, parce que vous avez énormément d'ambition, vous avez décidé de créer un livret d'épargne pour les enfants de riches. Un plan d'épargne avenir climat pour des mineurs que vos députés ici présents défendent en nous disant que c'est important pour les parents et les grands-parents de pouvoir mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. En sont exclus, bien sûr, de cet avenir climat les adultes qui n'ont pas d'enfants, passons, mais surtout, en sont exclus les enfants qui n'ont pas d'adultes assez fortunés autour d'eux pour se permettre de mettre de l'argent sur un compte bloqué. C'est une mesure qui est injuste, qui est inégalitaire, et je suis prête à parier que c'est une mesure qui ne vise qu'un seul objectif, de l'optimisation fiscale et de la défiscalisation. On ne peut pas se réjouir de cette situation. La France insoumise publie aujourd'hui un contre-projet. Nous avons tenu à vous démontrer que nous sommes capables de faire mieux que vous. Et nous sommes, d'ailleurs, j'en profite, monsieur le ministre, je vous vois en train d'écrire, j'en profite pour vous dire que vous avez eu l'amabilité de nous recevoir, nous les députés insoumis, et c'est suffisamment rare actuellement avec ce gouvernement d'être reçu et écouté pour que je le souligne. Donc nous avons voulu vous présenter un contre-projet. C'est un contre-projet que nous avons voulu, comme le vôtre, assez court. Résultat, il comporte 75 mesures, c'est-à-dire presque 4 fois plus que le vôtre. Notre projet commence par définir quelque chose de très simple. Il commence par définir l'industrie verte. C'est en effet une des incongruités de votre projet de loi. Vous refusez catégoriquement de définir l'industrie verte, alors même que cela donne son titre à votre loi.
Cela fait dire à plein de gens qu'il s'agit de greenwashing. Parce que la réalité de votre projet de loi, c'est que des entreprises productives, polluantes, pourront prétendre à bénéficier des dispositifs de ce texte, alors même que leur démarche de décarbonation ne sera ni effective ni contrôlée. De plus, vous partez de l'idée que l'industrie verte se réduit à un sujet de décarbonation et de compensation des émissions carbone. Nous défendons une autre vision. Notre projet, c'est l'industrie verte est une industrie de la sobriété. C'est une industrie de l'éco-conception qui limite son impact sur la biodiversité, sur l'eau et sur les sols. Elle suppose donc, et c'est la base, de limiter les volumes importés, donc de limiter les émissions carbone importées. Il faut jouer sur la structure de la balance commerciale. Il faut aussi jouer et réduire considérablement les déchets industriels en limitant la surproduction et en permettant le recyclage, la récupération des déchets industriels. Nous proposons, Monsieur le ministre, la mise en place de plans quinquennaux d'éco-conception et d'élargir cette obligation à toutes les filières, parce qu'ils existent déjà pour un certain nombre de filières, et nous proposons que toutes les entreprises de plus de 250 salariés soient concernées. L'industrie verte, c'est aussi une industrie qui nous oblige à une gestion durable du transport, donc à une logistique verte. D'où notre proposition de reconnaître le statut de déchets des emballages logistiques. Je vais passer à un sujet qui est aussi un des grands absents de votre texte de loi, qui est celui de la planification. Vous savez, nous les Insoumis, nous nous y connaissons en planification écologique parce qu'il se trouve que depuis 15 ans, c'est nous qui défendons cette idée-là et c'est nous qui l'avons portée dans le débat public avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous passe toutes les railleries de votre camp, puisqu'aujourd'hui vous avez adopté notre sémantique. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'à adopter notre programme et le concept lui-même qui prévoit la planification écologique, une organisation démocratique qui implique les salariés et qui implique les citoyens. Ce sont deux sujets tabous de votre projet de loi. Je vais passer rapidement sur la formation. Vous savez que nous, les Insoumis, nous sommes de grands défenseurs des lycées professionnels, d'un bac professionnel à 4 ans et de CAP en 3 ans. Nous voulons des métiers qui répondent aux besoins écologiques. Je passe aussi rapidement, compte tenu du temps, sur la question du financement. Mais je ne peux pas passer à côté du rapport de la Cour des comptes. Monsieur Lescure, Monsieur Bruno Le Maire, vous m'aviez fait la promesse en commission des affaires économiques d'évaluer les aides publiques. La Cour des comptes vous dit très clairement, elle vous demande de limiter la durée des aides, de prévoir leur évaluation, de mieux évaluer les besoins des entreprises et la nécessité même de la dépense. Elle vous demande de systématiser les outils de contrôle a priori. Nous sommes en accord avec 100% des recommandations de la Cour des comptes et je vais dire une chose. Il va de votre crédibilité de supprimer les niches fiscales brunes. J'arrive au terme de mon intervention. Ne vous réjouissez pas trop vite. Notre vision pour une bifurcation écologique est très franchement proactive, contrairement à la vôtre. Oui, nous pensons que notre pays est capable de réduire sa dépendance aux réseaux d'approvisionnement internationaux, d'instaurer la conditionnalité sociale et environnementale des aides publiques et de mettre en place un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire de protéger les filières du dumping et d'élargir le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je demande à tous mes collègues ici de rejeter ce texte de loi dit industrie verte parce qu'une autre politique est possible. J'aurais peut-être souhaité proposer une motion de renvoi, mais vous avez supprimé la procédure, car ce texte mériterait d'être considérablement retravaillé. Sinon, si la motion de rejet n'était pas adoptée, je vous demande au moins de voter le rétablissement des articles supprimés, le 1er bis A et le 4A. Le premier permettait au moins de définir une stratégie nationale pour l'industrie verte, la base d'un tel projet de loi. Le second permettait de planifier localement, à l'échelle des bassins économiques, par la création de projets territoriaux d'industrie circulaire. Ces deux articles que vous avez fait supprimer en commission spéciale sont les seuls à poser des bases solides pour l'avenir. Le reste, ce que vous nous présentez là, Monsieur le maire, ne changera strictement rien. Merci. Merci, Madame la députée.